Eh bien, nous voilà en direct pour ce nouveau live Instagram de chef-d'œuvre. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 17 février. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce live Instagram autour des vins du coffret de chef-d'œuvre. On va bien sûr laisser un petit peu tout le monde se connecter, mais surtout découvrir un petit peu. J'espère qu'on prendra l'apéro au moins en cette fin de semaine ensemble pour bien parler évidemment du programme de février, du programme de mars et de toute l'actualité du club chef-d'œuvre. On vous retrouve avec des petits yeux aujourd'hui parce qu'hier soir on a fini très tard dans une soirée ici avec Thibault Liger-Belair et bon bref, c'est une soirée évidemment qu'on a trouvé évidemment merveilleuse. On a profité bien sûr de sa présence, de sa culture, mais surtout on a passé avec une quarantaine de clients un moment magique et ça fait partie évidemment de cette promesse du club de chef-d'œuvre. Donc bienvenue en tout cas pour ce live Instagram. On va parler pendant une petite heure évidemment. Salut Fabien, merci de la fidélité. On va parler un petit peu bien sûr de l'actualité du club chef-d'œuvre, vous donner le programme des soirées de février, les masterclass et tout ça. On va parler aussi un petit peu en amont même de ceux de mars, hein, puisqu'il y a un programme assez bouillant sur le mois de mars. Donc on va vous parler un petit peu de tout ça pour que vous puissiez bien sûr, en tout cas pour ceux qui suivent le club de chef-d'œuvre, qui sont abonnés ou inscrits, eh bien on va vous donner un petit peu les tenants aboutissants. Ce sera la première partie de cette vidéo. La deuxième sera bien sûr consacrée au vin des coffrets, à ces merveilles, à ces coups de cœur qu'on aime à chaque fois partager avec vous. Je ne vais pas tout reprendre pendant cette heure d'échange autour de live, mais je vais quand même vous présenter des véritables pépites et des petites cuvées de Corse. Vous allez voir, on va passer un petit peu en Suisse. On va goûter des choses assez sympathiques et ça nous permettra évidemment d'évoquer bien le choix de ces coffrets, pourquoi, du comment. Bref, on passe donc ce petit moment ensemble. L'idée c'est d'abord donc de vous informer sur l'actualité du club de chef-d'œuvre. On a prévu donc dans ce mois de février, on a déjà fait 2 masterclass très sympathiques, une sur le Riesling, une autre sur des vins de légende. C'était juste avant les vacances. Là, les vacances commencent aujourd'hui. Là, on va faire un petit break évidemment pendant 15 jours parce que tout le monde part un petit peu, mais on se retrouvera quand même pour un masterclass vin de légende le 28 février. Alors là, le format de ce masterclass est particulier, on les fait depuis quelques semaines comme ça. Vous avez 12 vins merveilleux, tous à l'aveugle, donc on tord le coup un petit peu aux étiquettes ou aux a priori sur les étiquettes, et l'idée c'est bien sûr de juger le vin pour ce qu'il est, de mettre une note artistique, une note émotionnelle et une note rapport prix-plaisir. On apprend comme ça plein de choses, on apprend surtout à découvrir ce qu'on aime. Et donc ce format va être réitéré. Donc là, j'amènerai pas mal de grands vins de ma cave personnelle, des vieux millésimes et autres pour faire évidemment écho au thème de vin de légende ou pas. Mais on essaiera surtout de découvrir d'autres pépites qui, je l'espère, viendront un petit peu bouleverser l'ordre établi. Voilà, c'est le 28 février, c'est la première date qu'on vous donne. Sachez qu'en mars également, il y aura là par contre un programme extrêmement riche, puisqu'on va déjà reprendre, et ça c'est une excellente nouvelle pour les amateurs des vins d'Emmanuel Reynaud, on va reprendre les masterclass autour de Rayas et des vins d'Emmanuel Reynaud. Donc il y aura 6 dates. Plusieurs vont vous être proposés pour le mois de mars avec un autre masterclass différent. Donc il y aura 4 masterclass au mois de mars. C'est donc un programme assez chargé. On fera également, et ça c'est très intéressant, donc pour ceux qui avaient participé aux 2 premières versions du chef-d'œuvre lab, eh bien un chef-d'œuvre lab de printemps. On vous a promis d'en faire un par saison. Eh bien on reprendra évidemment ce chef-d'œuvre lab. Le chef-d'œuvre lab, c'est un ticket d'entrée très abordable, 20 ou 25 vins à déguster, une ambiance géniale pendant 2 jours où tous les passionnés du club viennent parcourir évidemment des nouveautés, des coups de cœur, etc. que l'on explique avec l'équipe, avec évidemment toute la passion qui nous anime. Bref, ça fait donc 4 masterclass et un chef-d'œuvre lab sur mars, un beau programme. Et donc bien sûr, guettez bien vos mails parce que les masterclass Rayas vont partir à une vitesse évidemment très très rapide. À mon avis, ça devrait se passer la semaine prochaine. Voilà. Voilà pour l'actualité du club. Alors sachez qu'il y aura aussi d'autres belles choses. On fera certainement une nouvelle soirée membre avec un viticulteur comme on l'a fait au mois d'avril. On est en train de préparer ça avec l'équipe. En tout cas, si elle est aussi réussie que celle qu'on a faite hier soir avec Thibault Liger-Belair, eh bien ça sera évidemment un nouveau succès à venir. Voilà, je referme la parenthèse de l'actualité du club chef-d'œuvre. Je vous donne maintenant un petit peu des ressentis, une histoire, et puis je vais surtout parler de ces coffrets que vous avez reçus au mois de février. Vous êtes peut-être à la maison, vous avez certainement à la maison, peut-être au ski, peut-être que vous êtes déjà en vacances et que vous allez en profiter. Moi, je vais simplement vous parler un petit peu des coups de cœur de ces différents coffrets que vous recevez chaque mois depuis presque maintenant pour la 11e année et qui nous fait évidemment plaisir de commenter. Je vais bien sûr mettre l'accent beaucoup sur le coffret En route vers les étoiles. C'est le coffret qui représente une majorité
d'entre vous qui sont abonnés à ces coffrets, mais je dois dire un petit mot bien entendu sur les autres vins des autres coffrets pour que vous puissiez vous en régaler. On va mettre donc ici des petites nouveautés, des domaines que vous connaissez certainement, ceux qui évidemment connaissent Michel Chevret connaissent forcément le Clos de l'Écotard. On va commencer cette présentation de ce coffret en route vers les étoiles avec trois plaisirs. Je vais commencer par le blanc, même si on pourrait dire que celui-ci est dans la catégorie un peu plus on sort l'argenterie. Hein. Il va falloir être concentré pour apprécier ce magnifique chenin. Et puis les deux autres viendront compléter un petit peu comme ça. Je parlerai un petit peu de la Toscane, de ce vin que vous connaissez sûrement aussi, qui est la Massa 2019 de Gianpaolo Motta. Bon là, aucune découverte pour ceux qui évidemment suivent cette propriété et ce fameux grand vin qui s'appelle Giorgio Primo, qui en Toscane fait battre le cœur des Bordeaux lovers et de plein d'autres choses, parce que l'empreinte, le style est clairement engagé vers ce que Gianpaolo aime, c'est-à-dire les grands vins de Bordeaux. Je vous parlerai un petit peu de ce millésime 2019 qui en Toscane, avons-le, a été un grand millésime. C'est un petit peu comme les 2016. On aura certainement tiré de cette vendange 2019 quelque chose de grandiose. On le sait dans les grands vins, on le sait sur Montalcino, on le sait sur le Chianti, et bien sûr sur Barolo et autres dans le Piémont. En tout cas, l'Italie a un peu comme la France produit des grands 2019. On en reparle un petit peu après. Sachez que pour la petite anecdote, on a fait une vidéo parce que Gianpaolo Motta était présent à Paris récemment et donc on a fait une petite interview. Il nous a raconté un petit peu toute son histoire. Donc j'irai pas trop loin dans la présentation du domaine, mais plutôt dans la description du vin, c'est important. Mais vous retrouverez une interview qui est assez sympathique autour de son histoire qui, vous allez voir, est assez croquante. Et puis on terminera cette petite présentation du troisième vin de ce coffret en route vers les étoiles avec un petit tour sur l'huile des beautés. J'ai profité évidemment des dernières journées de fraîcheur avant le printemps pour mettre un petit clin d'œil sur la saisonnalité de ces vins que bien sûr le Neluccio, c'est un cépage à patrimonio qui scie un peu plus aux périodes hivernales, peut-être aux truffes noires, à plein d'autres choses qui sont évidemment merveilleuses à déguster en ce moment. Et donc on va parler un petit peu du travail de Christophe Randis, que vous connaissez certainement si vous suivez le Clos Signator. Nous on avait déjà pas mal apprécié, on avait suivi le millésime 2015 à l'époque avec cette même cuvée à Mondrial. Là, on renoue avec 2020 avec un véritable coup de cœur. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi. L'architecture du millésime, la douceur des tanins, la diplomatie et surtout, on va dire, une évolution stylistique des vins de Christophe qui tire un petit peu moins sur les matières, qui boise un petit peu moins et qui rend des bouches encore plus suaves que ce qu'on avait eu en tête évidemment. Bref, trois plaisirs, trois instants de consommation, c'est parti. On commence avec cette première bouteille du Clos de l'Écotard et donc là on vous emmène sur les terroirs de Saumur, cette magnifique appellation qui brille de tous ses feux aujourd'hui. Ce qui est intéressant à Saumur, c'est le nombre de très bons domaines qui commencent à opérer ensemble. Sincèrement, il y a évidemment dans la tête de tous les collectionneurs et autres des noms qui résonnent comme le Clos Rougeard et puis tous ces grands domaines comme le domaine des Roches-Neuves, etc. Mais si vous êtes attentif un petit peu sur l'appellation, il y a maintenant de nouveaux acteurs. Mathieu Vallée par exemple au Château Yvonne, ou bien on pourrait citer aussi Anatole Labrosse au domaine des Closiers qui fait une très belle entrée en scène avec ses derniers millésimes. Vous pourriez aussi penser à d'autres acteurs comme Jean-Pierre Chevalier évidemment, ou même au Château du Hureau dans lesquels des fois on trouve de belles cuvées. Bref, Saumur, c'est une appellation qui bouge pas mal et dans laquelle on a une forme d'élan vers les hauteurs. Ça se voit d'ailleurs dans le ressenti des vins, mais ça se lit aussi dans la montée du foncier. C'est une appellation qui attire pas mal et on voit que cette appellation de Saumur est en train de prendre un petit peu le lead sur cette partie de la Loire, et surtout dans le cœur des amateurs. On y fait évidemment Dimanche Chenin. Je n'ai pas cité Romain Guiberto, pardon, je cite évidemment Romain Guiberto et puis peut-être même Brendan, son bras droit qui maintenant opère aussi sur Saumur. Bref, on a plein de belles choses, mais Saumur est en train de prendre évidemment beaucoup de place dans le cœur des passionnés et surtout les grands chenins. Alors là, vous avez un nouvel acteur qui est vraiment, on va dire un nouvel acteur. Michel Chevret, vous l'avez connu puisque c'est lui qui avait mis en place, peut-être si vous suiviez le domaine des Roches-Neuves, la biodynamie au domaine de Thierry Germain, et qui était donc chef de culture quand il s'est lancé aussi sur une micro-parcelle au départ. Et ce fameux Clos de l'Écotard, et bien après, s'est déployé avec l'arrivée de Thibault, le fils de Michel Chevret, qui a donc étiré un petit peu la surface viticole du domaine et qui donc aujourd'hui opère donc sur vous irez voir un petit peu tout ce qu'on a mis sur la fiche de chef-d'œuvre, mais c'est une croissance de domaine assez rapide, hein, plus de 13 hectares aujourd'hui, ils sont partis de rien, donc c'est un domaine qui est allé assez vite dans son déploiement de surface viticole. Maintenant, la biodynamie est en place, on est en train de parler évidemment d'une forme de vision autour du chenin. On va parler évidemment de cette cuvée qui orne vos coffrets, vous allez voir qu'il d'un point de vue sensoriel est vraiment délicieux, c'est une vraie promenade dans un verger, on est sur des notes qu'on va décrire tout de suite, mais qui rappellent évidemment un petit peu le début du printemps, mais des fruits encore un peu doux d'hiver. Pardon. On va surtout parler aussi
des autres cuvées de la gamme, parce qu'il faut que vous connaissiez aussi les autres cuvées qui sont très très bonnes, comme par exemple les Pentes, et qui est donc là plutôt comme son nom l'indique, un hommage à un terroir un petit peu où la Roche-Mère est un peu plus proche, et on va tirer un peu plus de profondeur et de complexité. Ça fait partie des belles choses. Ils ont fait un très joli rouge aussi sur 2021 qui est assez fin, que je vous inviterai à creuser, en tout cas si vous êtes curieux au domaine. Bref, c'est un domaine qu'il va falloir suivre. Il faut même un petit peu de coteaux de Saumur. Je les ai croisés au Salon des Vins de Loire en février dernier, là. Et je peux vous assurer que pour goûter les 2021, on sent évidemment que la fusée est en route pour rejoindre les beaux propriétaires de l'appellation. Alors, je voulais vous parler un petit peu de ce coup de cœur de 2020 parce que, bon, d'abord, les vins au départ sur 2019 étaient, comme vous le savez, avec 2019 un petit peu rare. J'avais pas mal goûté quand même les 2019, j'avais pas pu les avoir, donc je me suis vengé un peu sur le 2020. Millésime précoce, on le sait, millésime un petit peu solaire et chaud, mais pas forcément écrasant. Ce que j'aime bien dans le millésime 2020, c'est qu'il va faire des vins finalement assez avenants, d'entrée de bouche, avec beaucoup de texture. Ils n'ont pas le sel et la persistance des 19, je pense, mais ils ont quand même quelque chose d'assez équilibré. Et puis, ben, comme on est sur une première rencontre, en tout cas entre vous qui recevez ces coffrets et le domaine, j'ai fait le choix évidemment d'un vin assez avenant, assez texturé, qui puisse évidemment surfer un petit peu sur vos préférences d'immédiateté, enfin votre envie d'immédiateté, même si évidemment les vrais Ligériens lovers vont préférer des millésimes un petit peu plus tendus, un peu plus en relief. Bref, ça sera une bonne introduction, je l'espère, en tout cas au style et à tout ce que vous pourrez trouver dans ce fameux Clos de l'Écotard. Alors c'est parti, on en parle avec quelques mots rapides. J'ai pris mon crachoir parce que sinon je ne terminerai jamais ce live en vie. Vous avez évidemment la teinte d'un chenin qui est amené haut en maturité. On récolte mûr au domaine, on va chercher les chenins vraiment sur des maturités assez soutenues. D'ailleurs, le degré d'alcool s'en ressent, puisque c'est un chenin qui fait 14 degrés quand même. Alors, je ne suis pas choqué par ça, c'est des pH qui sont très bas, qui ont de la tonicité, c'est des acidités salivantes, on a la craie derrière qui va aider. Donc là, on est sur, bien sûr, un équilibre un petit peu charnel. Je les préfère un petit peu moins enrobés, mais vous allez voir que c'est cause quand même dans le verre. Avec au nez, eh bien, tout ce que le chenin peut proposer de beau sur Saumur, c'est-à-dire une lecture assez nette du fruit qui va vous plonger un petit peu dans le nèfle. Pour ceux qui ont la bouteille, en tout cas à la maison, les notes de plantes aromatiques, on a un petit côté médicinal au nez qui va rappeler aussi des instances qu'on peut avoir sur Savenière. On n'a pas encore tout à fait l'évolution sur ce millésime qui est 2020 et donc qui est encore dans une phase assez, on va dire, juvénile et précoce de son évolution. En tout cas, la robe est belle, ça sent bon, c'est mûr. On plonge un peu derrière sur des instances de pommes cuites, des petites notes de reine des rainettes, des choses comme ça qui vont se déployer au fur et à mesure que vous allez tourner le verre. Et puis vous allez capter aussi bien la minéralité à fleurs, ce petit côté poudre de craie, talc. On va sentir un petit peu la signature ligérienne et cette craie bien sûr qui fait non seulement la beauté des châteaux et des maisons sur place, mais surtout la beauté du relief sapide et minéral de ces vins. Alors, quand vous allez un petit peu le chercher, ben vous trouverez des petites notes de plantes. Moi, je soulignais ça l'autre fois en découvrant la cuvée. On a des petites instances qu'on peut avoir sur certaines chartreuses jaunes. Vous voyez, donc un petit côté qui va vous emmener un petit peu plus sur le végétal sec des fois, avec des petites influences de thé, de choses comme ça, qui sont en filigrane planquées derrière le fruit. Et ça donne évidemment une complexité assez excitante pour ceux qui vont vouloir se shooter un petit peu du verre. En tout cas, sur la gestion des esters alcooliques, on est moins chaud que des millésimes, comme par exemple on avait les 18 qui étaient avant mentionnés sur un millésime un peu plus productif et chaud. Et je trouvais que les esters alcooliques étaient un petit peu partis sur ce millésime. Là, on recentre un petit peu, même si évidemment on a quand même affaire à un millésime assez charnel. Alors, on passe en bouche. Je trinque à votre santé, en tout cas si vous prenez l'apéro avec moi. Petit confort d'attaque, évidemment, on rentre ici à la fois dans un profil qui va séduire ceux qui aiment les entrées de bouche un petit peu rondes, comme ça, un peu suaves, mais tout de suite on sent que la cavalerie arrive et que l'acidité est traçante, qu'elle est bien salivante, on a bien ce talc sur cette sensation saline sur le creux de la langue, on n'a pas une concentration de fruits incroyable, mais on a quand même tout ce qu'il faut en termes de chair et de consistance, donc ça c'est vraiment, je pense, l'avantage de cette cuvée qui est la première des cuvées que vous trouverez au domaine. Sachez que quand vous rentrerez dans les cuvées des pentes, vous irez chercher beaucoup plus de dimension minérale et surtout de relief. Hein, il faudra que si vous avez la chance de croiser en tout cas les deux côte à côte ou de les comparer, vous verrez c'est un petit peu jour et la nuit. Il faut aller pour ça au domaine ou dans les salons viticoles puisque Thibaut et son papa y vont souvent. Bref, vous aurez l'occasion d'aller chercher un petit peu plus de relief et de densité sur cette impression en tout cas du sol dans les pentes.
Pour en finir avec évidemment la texture de bouche, on est sur quelque chose qui finit aussi assez sapide, tout en gardant un peu de coffre et de crémeux. Bon bref, on n'est pas dans le chenin trop capricieux, trop traçant. Ça peut bien sûr permettre à un public non averti sur les chenins un petit peu vifs de découvrir l'envergure tactile et surtout la dimension gastronomique de ces beaux chenins. Moi en tout cas, j'aime beaucoup la chair et on va dire l'amabilité de cette cuvée sur le début de son évolution. Évidemment, quand elle va avoir pris quelques années, elle va se recentrer un petit peu sur son corps minéral, elle va évidemment gagner un peu plus en persistance de bouche, avec voilà, des messages qui seront un peu plus imprimés sur en fond de bouche et qui iront certainement aller chercher encore un peu plus de salivation, on l'espère évidemment. Tout ça va bien sûr se teinter de petites notes un peu mielées, ça va tirer un peu sur la cire d'abeille, peut-être même un petit peu sur un petit fond de truffe blanche. Il y a tout ça qui va venir bien sûr si vous avez bien sûr la patience d'attendre. Je vous invite à regarder un petit peu le bouchon de ce saumur d'ailleurs en passant par les... voilà, c'est un bouchon quand même de top qualité avec ici une petite paraffine naturelle de cire d'abeille. C'est très beau, franchement, très très beau bouchon qu'on peut retrouver évidemment sur ce saumur du Clos des Cotards. Alors je termine évidemment avec... j'ai même pas craché. Cette bouteille, pour essayer de la mettre, évidemment, de la positionner dans peut-être les moments de vie et la consommation que vous allez en faire. Si vous l'appréciez là, évidemment, ça sera certainement pour la fin du mois de février, même si je préfère un petit peu les Sauvignons et les Riesling sur les agrumes. Peut-être un très très bon partenaire sur les agrumes. On est vraiment dans la saison, là. Si vous travaillez un peu les agrumes à la maison, c'est février les vrais agrumes. Là, vous pouvez travailler la main de Bouddha, vous pouvez travailler le kumquat, vous pouvez travailler vous savez, toutes ces merveilles, les clémentines corse, etc. C'est maintenant, c'est pas avant, c'est pas en décembre les vrais agrumes. C'est vraiment, on est vraiment dans le cœur de la saison. Quand j'étais au Royal Monceau, on faisait beaucoup de soirées autour des agrumes et franchement, les meilleurs sont souvent dans cette période. Bref, donc là, il faut bien sûr avoir un petit peu le chakra ouvert sur la créativité autour des agrumes, que vous soyez sur un gravlax d'un joli poisson aux agrumes avec des herbes fraîches, que ça soit servi voilà, en entrée, que vous soyez sur un poisson blanc poché avec un peu de lait et puis une râpée de main de Bouddha, des choses comme ça. Ça peut être du turbo, ça peut être plein de choses, du bar, ça dépend si vous cuisinez un petit peu ou pas. Bref, ça peut être plein de choses et ce saumur tombera vraiment à pic dessus. Ça sera aussi, hein, sachez-le, pour bon, les chèvres, ça va recommencer un petit peu plus au printemps, mais si vous amenez un petit peu ce blanc au fromage, un partenaire de choix, moi j'aime bien les chenins quand c'est un peu comme ça, un petit peu ample, avec de la tonicité sur des tomes aux fleurs, des choses comme ça. On a des très beaux contrastes. Et je vous invite aussi à regarder cette bouteille comme étant voilà, un vin de décontraction, de plaisir spontané et autres. Vous pouvez bien sûr surfer encore sur les coins, sur les choses comme ça, les pommes que vous pouvez cuire ou pas. Il y a plein de choses qu'il faut évidemment sur l'univers du fruit de verger qui fera un bien écho aux sensations du chenin blanc évidemment. Mais là on a aussi un peu de sel et donc vous pouvez aller chercher voilà, peut-être des instances un peu marines. Vous pouvez travailler cru, vous pouvez travailler les dernières Saint-Jacques si vous êtes nostalgique des Saint-Jacques. Voilà. Et puis bien sûr, si vous l'amenez un peu plus loin dans la saison et que vous attendez pourquoi pas la fin de mars ou début avril, eh bien ça sera peut-être un partenaire de choix pour quelques asperges. Moi j'aime bien les asperges avec le chenin, je trouve qu'il y a un mariage qui fonctionne plutôt bien, même si évidemment les cépages aromatiques des fois lui volent un peu la vedette au moment du printemps. Le chenin fonctionne très bien et je vous invite à réfléchir à cette piste. Voilà donc un vin de Michel et Thibaut Chevret, évidemment un domaine que les wine lovers, les biodynamistes, les puristes adorent. Creusez un petit peu, allez voir un petit peu le reste de la gamme, ça fait partie évidemment de la relève saumuroise et on est fiers aujourd'hui en tout cas d'en parler avec l'équipe. Deuxième vin que vous allez pouvoir découvrir dans ce live Instagram de notre coffret En route vers les étoiles, 3 instants de consommation, donc un blanc de rouge pour ce mois de février. Il fait encore un petit peu froid donc on se réchauffe. Je vous emmène, allez on va commencer par le Tenuta la Massa de Gianpaolo Mossa. Alors ça, évidemment, j'aurais même pas envie d'en parler trop longuement parce que ceux qui évidemment suivent Chef d'œuvre depuis des années savent qu'on a quasiment plus d'objectivité en parlant de cette propriété. On est même un tout petit peu trop amis avec le viticulteur pour être totalement objectif. Mais on est quand même là pour souligner des fois des millésimes très réussis, d'autres un petit peu plus difficiles. Et bien sûr, on suit. Alors là, quand 2019 se présente, évidemment, et avec la concentration, la fraîcheur, les tanins, le calibre des tanins, c'est ce que je vais vous inviter à, en tout cas, regarder si vous l'avez à la maison. Sur les 2019, on arrive à faire passer de l'intensité avec beaucoup de finesse et de délicatesse. Et ça, c'est vraiment une des promesses des 2019, en tout cas dans cette partie de Toscane et comme un peu dans le Piémont. Hein, si vous avez goûté les grands nébuleux du Piémont, quelle magie alors dans ce millésime. Et bien là, vous allez pouvoir retrouver un petit peu cette promesse de maturité
d'un été chaud, hein, qui était solaire, mais qui ne fait pas finalement solaire en bouche. Et c'est ça qui est absolument merveilleux dans cette année-là. On a eu un été très chaud, en 2019, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu de la météo. La Toscane, en tout cas, elle aussi a souffert un petit peu d'une dimension très écrasante, mais on a eu en fait les précipitations qu'il fallait. En tout cas, tout ça, vous le retrouvez dans la petite interview qu'on a faite de Gianpaolo Motta, que vous retrouverez bientôt sur le live, sur l'Instagram de Chef d'Œuvre. Il vous parlera un petit peu de tout ça. Alors évidemment, quand on parle de la Massa, on est au croisement de deux réflexions, deux cultures. Celle bien sûr du Sangiovese qui est bien sûr éminemment présent dans la propriété, même si Gianpaolo a toujours pensé que les Sangiovese n'étaient pas plantés dans les bons endroits, et particulièrement les mauvaises sélections de Sangiovese dans la région lui donnaient vraiment de l'urticaire et des boutons. Il était beaucoup plus amoureux du matériel végétal qu'il a lui soit surplanté, soit surgreffé et autres. Et donc dans la présentation qu'on vous a faite sur le site, allez voir vraiment les fiches, vous aurez un petit peu l'histoire. Allez voir aussi, parce que la propriété a une magnifique vidéo qui permet de voir en 3 dimensions un petit peu le relief, les pentes, ce caractère très préservé de cette Tenuta alla Massa qui, au milieu d'endroits assez arborés et d'une véritable végétation, eh bien, tire le meilleur de son potentiel. On est sur des socles géologiques d'origine métamorphique, on est sur des bouches qui ont de la salivation, qui ont de l'acidité, on a des petits socles volcaniques parfois. Bref, ça donne de la dimension à ces cépages qui sont ici assemblés. Il y a un petit peu de cépage bordelais, un petit peu de Sangiovese, le tout évidemment porté par un doigté assez fin. Il faut savoir que le domaine est accompagné par Stéphane de Renoncourt depuis le début des années 2000, donc pardon, 2010 de mémoire. Et il faut que la vision des années 90 s'est éteinte avec une volonté, après, quelques années plus tard, de faire des vins beaucoup plus juteux, beaucoup plus fins que ce que Gianpaolo avait fait au départ. Même si moi, par exemple, au Royal Monceau, j'avais des Giorgio Primo des années 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. C'était des années, en fait, un petit peu plus dans la mouvance bordelaise, avec des boisés plus appuyés et autres. Tout ça est en train de changer, et aujourd'hui, bon, un petit peu comme Bartou l'observait dans le vignoble, eh bien, cette proposition des grands vins rouges est en train de pivoter. On va sur des raffinements de fruits beaucoup plus nets, et surtout en fait sur des vins un peu plus soyeux et digestes que ce qu'on les a eu fait avant. Alors je vais vous parler un petit peu de ça parce que c'était, je l'avais regoûté au grand testing et c'était un vin qui m'avait vraiment perforé. Vous noterez la très grande pureté du fruit. Moi je suis scotché par la pureté du fruit de ce 2019. Puisqu'on plonge dedans, il n'y a pas le moindre phénomène. Là, je l'ai ouvert juste à l'instant. Pas de réduction, pas de petits messages comme ça brouillés. C'est direct, on plonge dans le fruit du maquis. On est bien solide. Une baignoire un peu concentrée, pleine d'épices avec du relief. Ça a vraiment un caractère particulier, hein, ce cocktail où on sent évidemment un petit peu la suavité, le merlot, ce fruit un peu bombé, noyau, cerise, burla, qui est après percuté par un relief un peu salivant et un peu fumé. On sait en tout cas qu'on est sur des contrastes maturité-acidité qui sont superbes et qui vont offrir en tactile en tout cas quelque chose d'assez spectaculaire. En tout cas, vous noterez aussi pour ce vin la quasi-absence de bois, et ça c'est vraiment chouette parce que en fait la promesse de la Massa c'est l'immédiateté, le plaisir. C'est un peu comme ce qu'on souhaite mettre en avant dans ces coffrets dégustation, que vous puissiez bien sûr en profiter dès les premiers mois, mais ça vieillit aussi pas mal. Pour la petite anecdote, j'ai quelques bouteilles de millésime 2016 dans ma cave, donc c'est assez intéressant de les voir évoluer avec le temps. Alors on va passer ce vin en bouche parce que c'est là que vous allez voir un petit peu la construction, et c'est là qu'on fera évidemment la différence entre voilà, on n'est pas, il y a des cépages bordelais certes, mais on n'est pas à Bordeaux. C'est pas les mêmes socles, c'est pas la même géologie. Et ça, pour les sensations de bouche, ça change beaucoup de choses. Alors j'invite évidemment tous les passionnés de vin à comprendre un petit peu comment interagissent les terroirs et particulièrement ces socles d'origine volcanique qui vont donner un petit peu plus de relief, de sapidité, des bouches un peu plus aiguisées qui des fois vont mettre des tanins un peu plus en avant. Alors évidemment, il faut accepter que les Italiens font des vins pour manger et nous, on fait des vins, soi-disant, pour boire. Eux, c'est en tout cas leur slogan. Mais vous allez voir que ça a un très très grand relief et surtout beaucoup de salivation. La classe. Franchement, quand je bois ce vin, je vois James Bond costume 3 pièces. Des belles épaules, un peu de corps, pas de sucrosité. On ne sent pas la chaleur du millésime. On est sur quelque chose qui est relativement bien habillé, léché, des tanins extrêmement poudrés, une matière assez fibreuse qui va tirer le fruit sur une grande persistance. On a un coffre en fait qui est assez long et un vin qui va tirer beaucoup de densité de ces messages. Alors, vous le sentirez un petit peu au final de bouche, la petite
Voilà, et en plus là je le déguste un petit peu frais parce qu'il était dans le recave. Hop, on a ce petite retenue en fait du tanin qui vous rappelle que quand même on a affaire à un beau millésime, mais par contre le calibre de ce tanin fait qu'on a envie d'aller beaucoup plus loin, et surtout qu'on a envie d'y revenir. Moi j'ai pas d'astringence tannique qui vient sécher le message. C'est ce que vraiment j'ai apprécié dans ce vin, parce que le fruit déborde vraiment sur son univers, ça va chercher un peu plus de crémeux et surtout beaucoup de bonheur en persistance, avec une rétroolfaction assez charmante. Elle vous balade un petit peu dans le fruit sombre, des petites notes de maquis, et des petites touches de sauge qui vont se pointer par-ci par-là. C'est intéressant, hein, cette dualité entre jutosité, merlot, et surtout les petites touches comme ça du Sangiovese qui vont apporter un petit peu comme ça de relief. Alors c'est un petit clin d'œil évidemment de Gianpaolo à ses voisins qui ne supportent pas l'idée évidemment que le Sangiovese est totalement disparu de ce secteur historique du Chianti, mais on a affaire évidemment à une préférence personnelle du viticulteur qui a mis les petits plats dans les grands pour faire naître en tout cas de jolis vins, et vous en avez en tout cas la preuve dans votre verre. Alors la Massa 2019, ça c'est à goûter pour comprendre un petit peu la qualité du calibre des tanins sur cette co-construction Sangiovese cépage bordelais. Chapeau à Gianpaolo. On va parler maintenant de la Corse, parce que notre troisième vin est là encore un coup de cœur. Et c'est surtout sur ce même thème, sur ce même fil conducteur. C'est un peu la rencontre du jour et de la nuit. Vous voyez, Patrimonio, cette grande appellation, la plus grande des appellations corses, portée évidemment par le cépage Niuccio, cousin variétal peut-être un petit peu du Sangiovese, mais en tout cas, un terroir de grande stature, avec beaucoup de très bons acteurs, avec une capacité qu'ont les vins à s'améliorer dans le temps qui est superbe, mais des fois une promesse un peu sauvage, une dimension assez épicée, hivernale, des fois un peu dure, voire même un peu foxée quand les vins vieillissent. Des fois ça peut devenir un peu sauvage, le Niuccio. Et ça dépend un petit peu de ce qu'on en fait. Et puis surtout alors, quelle bande de sons délicieuses d'entrée de week-end. Merci Fabien pour le témoignage. Ce qui est intéressant dans la cuvée qu'on va déguster, c'est que en fait Christophe Ferrandi, qu'on a connu dès ses premiers millésimes, après qu'il ait travaillé un petit peu dans le sud de la France et qu'il ait bien sûr travaillé par exemple à Pibarnon avec Eric de Saint-Victor, eh bien on avait noté en fait une forme d'ambition, notamment dans les cuvées du Clos Signador, la grande cuvée avec des boisés un tout petit peu marqués, et puis surtout une forme d'ambition un petit peu dans l'extraction. C'est une révolution un petit peu, là je l'ai recroisé encore au Salon des Vins de Loire, il était présent, et j'ai pu regoûter en tout cas toute la gamme. Et c'était un vrai coup de cœur de pouvoir en tout cas voir la conjugaison, la juxtaposition des messages sur une appellation qui est portée par la force de ces terroirs, et surtout par la densité des fois de ce cépage Niuccio, mais interprétée de manière beaucoup plus gracieuse et beaucoup plus subtile. Bref, on ne perd pas forcément les codes et le caractère du cépage et la puissance de l'appellation, mais par contre on est beaucoup plus tactilement parlant, beaucoup plus engageant et beaucoup plus, on va dire, charnel. Donc moi j'adore. Là dans cette cuvée il n'y a que de la cuve, hein, pour la petite anecdote. Donc un rouge Niuccio qui n'est pas élevé en bois, c'est pas un gros mot. Ce que vous devez savoir, c'est absolument que les deux ne sont pas forcément complémentaires. Ça peut être des fois même antinomique. Et moi, ce que je voulais vous dire, en tout cas dans cette cuvée, c'est l'extrême élégance de la cuvée dans son raffinement, et puis surtout dans cette signature corse que vous allez voir va vous donner beaucoup de choses. Regardez un petit peu cette robe, elle est magnifique. Elle est encore un peu rubis, elle est à peine appuyée. On sent en tout cas un doigté beaucoup plus léger sur ce millésime. Moi j'aime beaucoup les 2020, même si évidemment on n'a pas le même pédigré de millésime que 2019 par exemple. 2019 en Corse a fait naître des vins absolument merveilleux, mais on était plus concentré dans plein d'autres choses. Dans 2020, je le lis en tout cas sur la Corse comme un petit peu plus aérien, charnel, sans être trop puissant ni trop sec. C'est un millésime qui, un peu comme sur Châteauneuf-du-Pape, affiche en fait une forme de classe naturelle. On lit bien les terroirs, mais c'est pas aussi spectaculaire que les 2019. C'est peut-être un petit peu moins long, il y a peut-être un petit peu moins de panache sur la majorité des cépages, notamment sur les Schiacarelles qui sont un peu plus légers sur 2020 que 2019 en termes de persistance, etc. Mais en fait, quand même, on va quand même pas bouder notre plaisir, surtout quand on voit évidemment ce qui a été produit après, ou les très peu de vins qui ont été produits en 2021. Alors il faut évidemment conjuguer avec ces beaux millésimes pour déjà se réjouir d'avoir un petit peu de vin de ces régions-là. On va évidemment plonger tout de suite dans les messages du nez. Alors là, vous allez voir, c'est assez intéressant parce que quand
Christophe travaille ses Nelluccio, il fait des petites macérations qui vont tirer un petit peu comme ça le nez dans le fond du cassis. On va vraiment replonger dans une baie percutante, acidulée. On est un petit peu plus frais et gai en tout cas que l'univers de la massa qu'on a dégusté juste avant. Et puis surtout après on a affaire à une petite promenade un petit peu plus musquée, à des choses un tout petit peu plus sauvages, des petites touches d'épices ici et là. On va vraiment dans le maquis corse avec ces messages. Des petites notes un petit peu fumées que vous aurez au nez, c'est assez typique des Nelluccio quand ils sont jeunes et quand on vient de les ouvrir. Souvent avec l'aération, on a une forme d'ouverture qui vient appuyer le message du fruit. Et ça c'est vraiment intéressant de le voir en tout cas au moins se déployer dans le verre. Après quand on creuse, moi j'ai un petit côté marmelade de fraises, Marat des Bois, un petit peu concentré. Vous voyez des belles fraises bien cuites un peu au chaudron là. Avec une belle pureté de fruits, une petite rétro aussi, enfin un petit souffle de framboise sauvage à l'eau de vie. Bref, très bon nez, très expressif et surtout très raffiné, qui permettent d'annoncer déjà la couleur pour la bouche. 13,5 d'alcool. Ce qui est intéressant à ce degré d'alcool, évidemment, et notamment sur les cépages qui ont un peu de polyphénol et de tanin, c'est qu'on extrait moins de sécheresse, on est moins dur. Et par définition, eh bien, comme on est plus léger en alcool, on est plus gracieux en bouche. Ça, c'est quelque chose qu'on doit aussi souligner. Hein. Il n'y a pas que le bois qui va apporter ou combiner avec la puissance du Nelluccio. On a cette forme de légèreté de texture qui est apportée par le fait qu'on est des degrés plus bas. Ensuite, on a un excellent support salivant, vous le voyez, pour ceux qui ont la bouteille qui vont pouvoir la déguster. On a alors, c'est moins poivré, merci Fabien de poser la question. C'est quelque chose qui est un petit peu moins sur le poivre sauvage que d'autres cépages beaucoup plus poivrés, hein. En tout cas si on les classait comme le gamay, comme peut-être la syrah, la mondeuse ou d'autres. J'ai moins de poivre, je suis sur un caractère un peu plus sauvage mais différent, peut-être un peu plus ronce, peut-être un petit peu plus sur des notes voilà, un peu sauvages de maquis quoi. En tout cas si vous allez dans le fond du verre une deuxième fois et puis vous travaillez bien le vin en bouche, il y a des tanins, mais ils sont là pour vous dire qu'ils sont un petit peu là. Mais en fait, ils ne saturent pas les papilles. Ça, j'adore. Parce que les rouges de Corse, souvent jeunes comme ça peut être un peu, surtout sur les Nelluccio, un petit peu ferme, un petit peu strict. Et des fois, ça coupe un petit peu les finales de bouche. Alors que là, on a de la grâce et à la fois, on a le message qui perdure. Donc voilà, je voulais souligner un petit peu ça. Moi, quand j'ai goûté, j'ai trouvé ça vraiment très expressif, très bon, et je voulais évidemment partager avec ça. Alors c'est un tirage qui fait 8000 bouteilles, donc c'est pas non plus quelque chose de très important, le domaine est assez petit, si je voulais souligner ça. Et puis donc c'est une viticulture que vous connaissez peut-être aux petits oignons, comme la majorité d'ailleurs des très bons domaines corses la font aujourd'hui. Voilà, coup de cœur. Alors évidemment, tout ça appelle un petit peu de nourriture. On va en parler un petit peu parce que ça appelle à la conversation, bien sûr, de la construction des menus, des choses comme ça. Évidemment, là, vous avez affaire à des vins qui appellent voilà, un petit peu d'onctuosité, des chairs un petit peu grasses, des viandes un petit peu appuyées. On a affaire en fait à des vins de gourmandise et de préparation. Là, il y a encore un petit peu de sauce, là où il y a des sucs accrochés dans la cocotte, là où on va gagner de la gourmandise. Là, on va faire, pourquoi pas, une macération avec une viande marinée au vin rouge et puis qui va réduire après derrière, qu'on va lier un petit peu. Bref, tout ça, ça appelle pour moi en tout cas un petit peu de confort, de cocooning. On est un peu dans la fin de l'hiver et je voulais mettre ces vins dans cette saisonnalité-là parce que c'est là que c'est meilleur. Donc ça peut être de l'agneau confit pendant longtemps, pour la massa par exemple. Ça peut être, je sais pas moi, une carbonade de bœuf ou quelque chose d'assez caramélisé, un peu comme on pourrait ou une cocotte de bœuf, comme on pourrait les faire à l'italienne un petit peu. Ces combinaisons-là fonctionnent évidemment très bien. Moi j'aime bien aussi les belles saucisses, les trucs un peu épicés, qui en hiver en tout cas donnent du plaisir et du bonheur assez instantané et qui accueillent un petit peu de tanin dans les vins rouges. Vous pourrez bien sûr, quand ce sera la saison, mais là on en est sorti, la saison de la chasse, accompagner par exemple cette bouteille de joli gibier à plumes, de petites choses comme ça, de pigeons, de viande de goût un peu marquée, puisque évidemment ça permet, en tout cas quand on va chercher la saisonnalité, de surfer sur ça. N'hésitez pas en tout cas aussi à essayer, même pourquoi pas sur des poissons comme le rouget, ça fonctionne très bien, le Nelluccio rouget, ça peut faire un mariage très très bon. Bref, vous avez des mariages à faire qui sont évidemment
assez savoureux, mais bon voilà, il y a un peu de tanin quand même, notez-le. Alors pour ça, évidemment, 2 conseils, il faudra bien carafer vos bouteilles, c'est toujours meilleur. Faites attention à la température de service, moi j'aime bien servir ces vins-là autour de 15-16 degrés, sinon on passe un petit peu plus sur le rasoir du tanin qui va être un peu plus vif. Ensuite, il faut bien sûr les servir dans des beaux verres. Là, je déguste dans un Riedel Veloz Riesling, je devrais me faire presque engueuler. Ça méritait un verre un peu plus grand que ça encore, pour favoriser une ouverture plus grande et surtout profiter un petit peu plus d'un crémeux de fruits qui aurait été apporté par la taille de l'ouverture du buvant. Bref, 3 plaisirs, 3 instants de consommation. C'était évidemment le coffret En route vers les étoiles de chef-d'œuvre. Je vous les représente. Claude Descotards 2020 de Michel et de Thibaut Chevret. Gianpaolo Motta en pleine forme avec un millésime d'enfer à la Tenuta La Massa. Et puis ce petit clin d'œil à l'île de beauté qui porte très bien son nom avec évidemment cette cuvée Amandria de Christophe Ferrandi. Voilà, écoutez, on a présenté le premier coffret. Alors je vais parler maintenant et on va faire un petit peu de name dropping parce que je ne pourrais pas continuer comme ça à ce rythme toute la soirée et vous non plus. Un petit mot sur le coffret découverte de ce mois-ci. Alors, on va goûter ça parce que on était parti en Corse et quand on a goûté les vins de Christophe Ferrandi, on a goûté aussi cette petite cuvée d'Inizia. 5000 bouteilles, sans magnum, des cépages autochtones, des vieux cépages corses, intéressants, plantés sur la partie est de la Corse. Un projet en fait où il ne croyait pas trop au départ. Il a repris des vignes, il les a surgreffés avec des vieux cépages, alors vous allez voir un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Mais ce que je voulais souligner, c'est le côté juteux, fruité, immédiat, instantané. Je me suis vraiment régalé en goûtant ça. Et je voulais un petit peu vous en parler un petit peu parce que ces vieux cépages endémiques corse, ils reviennent vraiment au goût du jour aujourd'hui. On en a plein dans évidemment les très bons domaines qui reviennent évidemment à leurs racines. Quand vous en découvrirez d'autres, il va falloir un petit peu aller à la rencontre de ces saveurs qu'on connaît peu évidemment dans l'Hexagone ou qu'on connaît même peu ailleurs puisqu'ils sont évidemment uniquement présents sur l'île de Beauté. Alors Inizia, c'est 2021. Je voulais simplement contraster un petit peu avec ce choix et tordre le cou en fait aux a priori de 2021. Je pense que 2021, in fine, sera bien supérieur à ce qu'on a pensé à la naissance. C'est vrai qu'on était un peu sceptique. On se disait, oh là là, des vendanges d'octobre, avec des raisins fragiles, une viticulture compliquée toute l'année, du gel au printemps pour certaines régions. Voilà. Et puis en fait, quand on les goûte, on se dit, en fait, c'était pas si stupide que ça. Et là, dans les réflexions qu'il faudra avoir sur vos achats en 2021, c'est de ne pas être trop rapide. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de 2021 qui vont être très très bons, un petit peu, et qui vont nous régaler assez vite, alors que certains 2020 vont mettre un paquet de temps à s'ouvrir. Et donc, en fonction du style et des goûts de chacun, il va falloir un petit peu composer. Je vous parle de cette cuvée Inizia parce que dans ce coffret découverte, on a voulu souligner un petit peu la gourmandise, le plaisir. C'est une bouteille qui vaut une vingtaine d'euros, il faut le savoir. Et puis, vous allez voir, c'est du printemps en bouteille. Alors là, on est presque en avance sur le coffret de mars avec cette bouteille. Mais je voulais simplement souligner un petit peu cette cuvée et puis son relief aromatique. Vous allez voir, même c'est un petit peu plus sombre. Les cépages qui sont bien sûr dans l'assemblage tirent un petit peu plus de polyphénol, de couleurs et de choses comme ça. Par contre, les tanins sont quasi absents. Donc là, attention, bonjour les dégâts, ça va être très très violent. On y va ? Au nez, vous aurez une petite tonalité un peu primaire, un peu fruit juteux, immédiat, sensuel, assez, qui rappelle un petit peu des dimensions de certains gamets de jeunesse, avec une petite dimension de masse de fermentation intracellulaire. On a ce côté un peu explosif du fruit du nez, qui est accompagné d'une forme de gourmandise, et puis un caractère assez mûr et tonique du fruit en même temps. En bouche. Je vous invite à chercher les tanins dans cette bouteille, parce que moi je ne les ai pas trouvés. Il y a 0 tanin. C'est juste un smoothie pour adultes. C'est un truc de fou. Vous prenez la bouteille là, vous êtes 2. Faut vraiment qu'il y en ait un qui n'ait pas envie de boire pour pas terminer la bouteille. C'est un truc de dingue, parce que c'est très immédiat, c'est très bon. Ça fait 13 d'alcool. Ça se boit comme du jus de fruits. C'est dangereux comme vin. Et donc, je voulais souligner un petit peu cette cuvée. Sachez qu'il l'a fait également en blanc, avec d'autres variétés endémiques. Et puis, la promesse, c'est ça, c'est un peu d'immédiateté et un côté rayonnant printanier.
Donc quelque chose qui appelle finalement des apéros très simples, des petites terrines superbes, avec des petits fruits crunchy pour les accompagner, des petits pickles d'oignons rouges, des choses comme ça. C'est la fête, c'est du plaisir, c'est de l'immédiateté, et c'est surtout quelque chose d'assez suave. Bref, dans ce coffret découverte, là vous êtes sur une partition qui n'a rien à voir avec évidemment les terroirs identitaires et nobles de Corse, comme par exemple Ajaccio, Patrimoine, etc. On a affaire à une cuvée vraiment de fruits, et qui est faite avec une empreinte stylistique que je trouve délicieuse et qui mérite évidemment d'être soulignée. Et ça permet aussi surtout en fait de découvrir à des prix relativement accessibles toute cette partie un petit peu orientale de la Corse qui a peut-être autre chose à dire que ce qu'elle a raconté jusqu'à aujourd'hui. Bref, je ferme la parenthèse, c'était la première cuvée de ce coffret découverte. La deuxième, je vais simplement vous réinviter à regarder la dernière vidéo puisque on a fait découvrir évidemment ce Riesling domaine Riffel, pardon, avec cette cuvée quartzite qui a été un vrai coup de cœur allemand et qu'on va vous inviter à aller voir un petit peu sur la vidéo qu'on a faite le mois dernier. Un véritable coup de cœur, une famille adorable et puis surtout des territoires préservés avec un domaine qui fait des magnifiques Riesling. On s'est dit que sur la fin des agrumes ça pouvait être très agréable, mais on s'est surtout dit que si vous décalquiez cette bouteille en mode apéro improvisé au printemps, et bien sûr tout ça permettrait peut-être de vous réjouir. Bref, ce choix n'a pas été anodin. Dans le mot découverte, il y a évidemment l'envie d'aller au-delà. C'est un peu la promesse de ces coffrets, hein. Si on vous les met, si on choisit, si on se permet de choisir ces coffrets, c'est pour que vous puissiez évidemment découvrir des vins pour ce qu'ils sont et non pas par rapport à ce que vous aimez. Et je pense que c'est une des manières les plus agiles de se laisser des fois séduire par des sensations, des fragrances ou peut même des histoires. Bref. On termine avec le coffret Absolument Rouge 3 bouteilles, qui est le coffret version originale, version 100% rouge. Il est composé de plusieurs vins avec une magnifique cuvée d'un domaine que je vous invite à découvrir. Alors je ne l'ai pas avec moi mais je pourrais la commenter. D'abord c'est un petit regard posé sur la Loire volcanique et sur le renouveau de la Loire volcanique, puisqu'on a commencé à mettre un vin qui s'appelle Reniteo. C'est donc un Côte-Rouennaise, la cuvée Le Fleuve 2021, premier millésime de David Micheli, qui est un jeune viticulteur reconverti. Reniteo, c'est voilà, briller de nouveau, hein, si on prend étymologiquement parlant le domaine. Ce qui est intéressant dans la trajectoire, là, c'est qu'on s'est régalé dès le premier millésime sur un millésime compliqué. Vous savez, quand on se lance en viticulture et qu'on fait quelque chose de très bon sur le premier millésime, alors on a quand même tendance à penser, à espérer en tout cas que ça sera très bon. On a des gamets ici qui sont plantés sur des socles granitiques, des gores un petit peu rouges, donc sur un village qui va faire partie dans les côtes rouennaises peut-être des beaux socles géologiques, et puis dans lequel on va pomper cette dimension poivrée du gamay, cette dimension un peu ferrugineuse des gores, ce caractère un petit peu sanguin de la matière avec au contact d'un fruité immédiat et instantané. Ceux qui auront reçu ça dans leur coffret vont regarder l'étiquette, c'est un véritable rayon de printemps. Il faudra regarder ce vin comme un vin de copain, très abordable, puisque ça vaut rien du tout, c'est-à-dire ça vaut Reniteo en prix pour un particulier un peu plus de 15 €, et quelque chose que vous apprécierez en tout cas pour le côté printanier, jovial. C'est presque le printemps qui frappe à la porte, hein, ce vin. Le deuxième sera évidemment ce vin que j'étais en train de décrire, qui était Initiara. Et le troisième, eh bien, je vais vous en parler un petit peu parce que le pinot noir en Suisse, ça fonctionne. Je suis content de vous présenter ce domaine. Ça a été très dur pour moi d'avoir ce vin dans un coffret parce qu'à chaque fois, là on est dans le canton de Zurich. À chaque fois que je dégustais le domaine à Biodivin, je fais un petit clin d'œil à son auteur. Avec ça, j'arrivais toujours à la fin des disponibilités. C'était quelque chose que je voulais vraiment vous faire découvrir. Je suis un pinot noir addict, comme vous le savez, mais là, ça fait partie des coups de cœur. On le sait, hein, la partie orientale de la Suisse fait des beaux pinots noirs. Et là, vous en avez une magnifique lecture au domaine Besson-Strasser. Donc il va falloir que vous creusiez un petit peu, si vous êtes des pinot noirs lovers, cette propriété qui opère sur différents lieux-dits, différents secteurs, avec une viticulture donc en biodynamie, un domaine qui a un doigté assez léger sur l'extraction, donc qui va
donner la perspective de pinots assez floraux, assez fins, assez intéressants, qui conjugueront évidemment peut-être avec ceux qui sont des pinots noirs lovers des sensations avec ce que vous connaissez dans peut-être d'autres régions et qui certainement vous blufferont. Alors je vous invite à creuser ce millésime 2020 très réussi un petit peu si vous êtes amateur de pinot noir. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans le verre et je vais surtout vous en parler d'un point de vue sensoriel. Ici c'est l'envie de bien faire et des petites productions qui se frappent à la porte. On va goûter cette cuvée qui s'appelle Schulfürst. Alors je ne sais pas si je le dis très bien, en tout cas c'est des terroirs un petit peu sablonneux qui vont aérer un petit peu l'entrée de bouche et qui vont floraliser un peu les messages sur quelque chose de, vous allez voir, d'assez évanescent. Un pinot noir vraiment petite fleur, petite robe et regardez ça c'est le pinot qui donne soif, ça, vous voyez ce que je veux dire? Ça rappelle un peu des robes de 2017 en ce moment en Bourgogne ou des choses comme ça. Le pinot à peine extrait, très parfumé, extrêmement aromatique, très précis. Les 2019 étaient déjà superbes. 2020 on enchaîne avec panache. Il y a d'autres cuvées au domaine, je vous inviterai à aller voir un petit peu d'autres cuvées de cette propriété pour ceux qui nous rejoignent en tout cas. Pinot noir suisse du canton de Zurich. Il faut que vous goûtiez ça. Si vous aimez vraiment les messages aériens pour parfumer, si vous aimez des vins autant de nez que de texture, parce que là on est sur un socle géologique un tout petit peu léger, sablonneux, qui va donner beaucoup de finesse et surtout d'entrain à la dégustation. Bref, vous êtes en phase avec peut-être en fait des envies de printemps avec cette cuvée qui arrive dans vos coffrets à l'aube des beaux jours. Pinot évidemment renversant, de floralité. Moi ce que j'adore dans ce vin, c'est sa dimension pivoine, pot pourri, un peu rose ancienne, dans laquelle vont s'entrecouper des petites notes d'orange orientale. Il y a un petit côté tellurique, un petit peu de fer rouge qu'il y a derrière. C'est vraiment très bon. Enfin, sincèrement, si celui qui on met ça à l'aveugle dans une série de pinot noir de Bourgogne, ça peut faire des dégâts, ce genre de bouquet. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sent terriblement bon. Et vous noterez qu'il n'y a pas d'élevage beaucoup de prononcé sur cette cuvée. D'autres cuvées dans le domaine ont un petit peu plus de bois, un tout petit peu plus de relief sur le bois. Là, celle-ci est vraiment exempte de toutes ces sensations et moi j'adore. Je voulais vraiment partager ce coup de cœur avec vous. D'autant plus que, alors bon, vous connaissez les tarifs et le niveau de vie en Suisse. C'est relativement abordable in fine. En fait, c'est pas si délire que ça. Beaucoup de grands vins en Suisse sont assez haut de gamme, très chers parfois. En tout cas pour nous, le marché français. Et bien là, vous en avez une lecture assez accessible, puisque en France, c'est une cuvée qui vaut pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. 40 € quand même, mais pas grand-chose pour le pays suisse dont on parle. Alors en bouche. Pour ceux qui ont suivi un petit peu l'histoire de Pinot Noir, d'ailleurs, hors Bourgogne, que l'on aime bien présenter chez Chef d'Œuvre, on n'est pas très loin de certaines compositions stylistiques que vous pourriez trouver par exemple au domaine de Kirambourg sur certaines cuvées. On est vraiment sur un pinot très suave, très rond, saillant, un peu salivant, mais pas trop. On est comme dans une espèce de cocooning sur millésime 2020. On sent évidemment qu'on n'a pas de sol structurel sur ce pinot qui est relativement suave, avec des tanins relativement diplomates et enrobés. On a quelque chose de finalement assez roux-doudou qui fait un gros câlin et qui laisse des messages comme ça, un petit peu de fraises écrasées, avec ces petites fragrances florales et de fleurs séchées qui reviennent qu'on avait bien sûr au bouquet. En tout cas, pinot de décontraction, pour moi c'est une grande bouteille de vendredi soir, hein, surtout quand on a beaucoup travaillé ou quand on a fait beaucoup de soirées comme nous cette semaine, en tout cas chez Chef d'Œuvre. Mais ça fait partie de ces vins pour moi de respiration, de bouquet, qui envoûtent autant au bouquet que ce qui n'enchante pour les papilles. Bref, un pinot noir en fait de contexte de décontraction, à boire peut-être évidemment à l'aube des premiers beaux jours, sur des viandes fines, sur du veau, sur des choses comme ça, sur les derniers champignons. Ça peut être évidemment aussi des combinaisons relativement délicates avec des chairs blanches de tout type. Ça peut même être évidemment, compte tenu de la faible charge en tanin, un partenaire de choix sur un poisson tranché avec une petite sauce, un petit jus de viande par exemple. Hein. Ça peut être en mode Friends and Family. Vous allez pouvoir vous régaler. En tout cas, ça c'est un pinot noir de haute précision qui va peut-être parler aux pinot addicts qui aiment ces profils un petit peu décontractés, surtout dans la saisonnalité qui va arriver. Là, il ne fait pas totalement suffisamment chaud pour qu'on sorte le matériel sur la terrasse de Chef d'Œuvre, mais je peux vous assurer qu'on ne va pas hésiter si des quantités
le meilleur en termes d'élocution vinique. Merci beaucoup. J'essaye parce que c'est le vin qui me fait parler de tout ça comme ça. Bref, très digeste comme vin et surtout quelque chose de relativement accessible en termes de plaisir immédiat, puisque 2020 donne beaucoup de plaisir maintenant. Je pense pas que ça sera une cuvée qui va structurellement vieillir très longtemps. Hein. Faut évidemment voir ça sur une fenêtre de tir de 5-7 ans maximum. On est loin en tout cas de la promesse de. Mais là, quand je vois cette conjugaison, cette finesse, cette buvabilité extrême, je ne peux qu'applaudir et dire bravo en tout cas au domaine qui produit ce petit trésor de Suisse. Voilà, écoutez, il est bientôt l'heure de s'arrêter. Dans encore 5 minutes, histoire de vous dire 2-3 choses sur les terroirs très très bio qui composent nos offres de chef-d'œuvre, 2-3 mots sur les terroirs de légende évidemment, et puis on terminera ce live Instagram en se disant merci et surtout bon week-end, puisque évidemment je suis sûr que certains d'entre vous prennent, pour ceux qui sont dans la région parisienne en tout cas, le temps de préparer les affaires, et pour ceux qui vont au ski, tant mieux, emmenez le maximum de bouteilles pour en profiter et prenez des apéros en terrasse au soleil, on espère que le temps sera avec vous. Pour les autres, évidemment, ceux qui restent au travail et ceux qui ont déjà terminé les vacances, on ne va pas vous plaindre quand même, mais parce qu'on sait que vous êtes rechargés en batterie. Donc un petit mot sur les coffrets très très bio. Donc un Océ Durès premier cru du domaine des Contarments, pour ceux qui ont choisi ce coffret. Une propriété évidemment qu'on ne présente plus, un vinificateur très doué, un beau millésime 2018 et surtout après évidemment un premier cru. Alors Divin, ne vous inquiétez pas, on va la remettre cette vidéo parce que quelqu'un me dit dommage cette vidéo, j'arrive à la fin. On va la remettre bien sûr, vous l'aurez sur le compte Instagram de Shadow. Mais voilà, donc Océ Durès premier cru, 2018 du domaine des Contarments pour un petit tour en Bourgogne et remettre un petit peu sous les projecteurs cette appellation d'altitude qui in fine plaît de plus en plus et qui voilà, dans des côtes quasi volnésiens offre quelque chose de très chouette. On a adoré cette proposition et surtout les 2018 du domaine avec un Pommard Clos des Epnots aussi qui est sublime sur ce millésime. Et puis bon, vous retrouverez également un petit tour à Patrimoniaux dans ce coffret très très bio. Et puis un petit mot sur le coffret Terroir de légende. Alors Terroir de légende, c'est évidemment des millésimes différents. On met en place ici, alors je voulais vous parler de ce domaine, la Cantina Rizzi, qui est un beau domaine de Barbaresco qui opère évidemment dans le Piémont. On a mis la main, et ça c'était peut-être l'occasion qui faisait dans ce choix, sur les derniers 2016. Donc leur vigne qui s'appelle Boito Riserva, c'est une folie cette bouteille, un très très grand Barbaresco avec une forme de complicité entre la qualité extraordinaire de millésime 2016 et ce grand terroir qui est posé par le temps et par ses élevages assez longs. Et tout ça nous amène en fait à une réflexion de dire grand millésime, grande parcelle, temps long et bien sûr complexité maximale. Alors quand on a pu mettre la main sur les 100 dernières bouteilles importées en France de cette cuvée, on a choisi de les mettre dans ces coffrets terroir de légende parce que si évidemment les grands amateurs de vin connaissent bien les terroirs de Barbaresco, ils sont ici en tout cas décuplés en message et bien sûr poussés en sensation avec une millésime 2016 qui est totalement dément. Je remercie évidemment Richard Bernard, notre ami qui importe ses vins en France, qui nous a fait découvrir en tout cas la cuvée et qui m'a scotché avec ce vin pour cette découverte et parce que c'est évidemment sur le fond d'un partage de passionnés que cette bouteille a pu atterrir dans votre coffret. On a mis après le millésime 2020 du château de Beaucastel en rouge, là donc moins de découverte, mais cette propriété évidemment brille de tous ses feux aujourd'hui. 2020 est comme je disais tout à l'heure un millésime que j'adore à Châteauneuf parce qu'il est d'une certaine manière chaud mais pas structurel et pas trop concentré comme ça. Donc même s'il y a contrairement à 19 qui va peut-être prendre un peu plus de temps, 2020 va peut-être être dans les 4, 5, 7 ans à venir déjà une belle promesse et bien entendu cette propriété qu'on ne présente plus affiche en tout cas en termes de précision dans les vins je trouve une forme absolument olympique dans les millésimes qu'on déguste depuis quelques années. Et donc voilà, on n'en attendait pas moins en tout cas de cette propriété qui, rappelons-le, est bio depuis les années 50. Mais en tout cas, sur la proposition des derniers millésimes de Beaucastel, on est évidemment debout sur la chaise et on applaudit. Voilà, écoutez, il est l'heure de terminer ce live Instagram. Vous avez compris que ces coffrets de dégustation, c'est vraiment des coups de cœur, des rencontres. Des fois, c'est surtout... Je vais répondre aux questions juste après. Si vous avez des questions, posez-les maintenant. Le temps pour moi de dire la petite phrase de conclusion. Je répondrai sur les vins japonais dans quelques instants. En fait, on va donc terminer sur ces coffrets de février. Ceux qui vont arriver en tout cas sur mars
seront, sachez-le, présentés aussi au Chef-d'œuvre Lab. Vous pourrez les goûter, vous pourrez goûter les vins. Donc si vous venez au Chef-d'œuvre Lab, vous pourrez goûter les vins des coffrets pour voir un petit peu tout ce que je vous raconte, là, parce que sinon c'est pas drôle, en tout cas pour ceux qui ne sont pas abonnés au coffret. Et puis on va bien entendu éclaircir un petit peu les messages, rentrer sur des vins plus aromatiques, peut-être des choses un petit peu plus légères en structure pour les rouges. On va aérer un petit peu finalement toute cette proposition avec l'évanescence de ces plaisirs qui vont arriver dans ces coffrets à venir. Voilà, donc écoutez, je crois qu'il y a quelques questions. Alors on m'a demandé pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de vin japonais dans la découverte. Alors j'aime beaucoup moi les découvertes, évidemment, je me rappelle d'un Musqué Bellé A qui était superbe qu'on avait fait dans une soirée hommage au Japon ici. Mais malheureusement en France on en trouve très peu, il y a très peu d'importateurs et donc pour répondre, voilà, on pourrait mettre un saké, mais bon on sort un peu de la proposition initiale de chef-d'œuvre dans ces coffrets. Moi ce que je souhaite évidemment c'est que tout ça soit découvert peut-être dans des soirées ici, dans les masterclass et autres, mais après dans les coffrets, prendre la décision de mettre un vin japonais comme ça, aussi bon soit-il, dans un coffret, c'est d'abord une grande aventure de sourcing, et puis derrière c'est un peu compliqué évidemment d'expliquer ce choix, tout le monde n'est pas forcément en phase avec ça. Mais en tout cas, la curiosité ne s'arrête pas en tout cas à l'Europe ou encore moins aux vignobles connus du monde. Le Japon nous intéresse aussi autant que tous les autres pays qui produisent du vin. Voilà, écoutez, je pense que vous n'avez pas d'autres questions, donc on se laisse ici. Je vous souhaite évidemment à toutes et à tous une merveilleuse soirée. Voilà, le vin, c'est évidemment du partage, de l'information, des coups de cœur. Évidemment, personne n'a raison. On vous parlera des futurs coups de cœur. Il y en a eu plein pendant les derniers salons. Voilà, et on sera heureux avec Mathieu et l'équipe de Chef-d'œuvre de vous présenter tout ça en long, en large, en travers. Sur ces mots, passez de belles vacances pour ceux qui partent en vacances. Nous, on va se reposer un petit peu aussi, mais ça va se reposer en Bourgogne et dans les caves des Bourguignons. C'est presque encore mieux que le ski, puisque lundi, mardi, mercredi, jeudi, j'y passerai quelques jours. Voilà, sur ces mots, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt et merci de nous avoir suivis sur ce live Instagram. Voilà, on était évidemment, comme tous les mois depuis toutes ces années, très heureux de vous y retrouver. À bientôt. Ciao.